Voilà, c'est parti. Eh bien, écoutez, donc, rebonjour à tous. Bienvenue donc, à cette présentation du projet GPS obésité. Quelques modalités pour la manière dont ça va se dérouler. Je vais vous présenter le projet GPS obésité pendant un peu plus de 30 minutes, je pense. N'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat en appuyant sur le bouton discuter dans Zoom. Je pense que vous connaissez toutes et tous le fonctionnement. On pourra y répondre soit au fil de l'eau, soit en fin de présentation. Et Johanna, si tu veux bien m'aider en faisant, voilà, merci Johanna. Et donc, Johanna m'aidera à modérer un peu cette présentation. Donc, pour rappel, pour les personnes qui viennent de se connecter, la présentation est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, je vous invite à arrêter la vidéo de votre caméra. Mais vous êtes évidemment toujours les bienvenus enfin, pour rester. Écoutez, je vous propose qu'on débute. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents. Je vais donc vous présenter le projet d'article 51 GPS obésité. Et c'est parti. Donc, première chose, qu'est-ce qu'une expérimentation d'article 51? Alors, c'est un petit rappel pour les personnes qui ne sauraient peut-être pas de quoi il s'agit, ou en tout cas qui auraient besoin d'avoir quelques précisions. Un article 51, en fait, ça vient de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018. C'était l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018. Et donc, c'est un cadre expérimental pour encourager, accompagner et accélérer le déploiement de nouvelles organisations en santé et de nouveaux modes de financement. Donc, c'est des possibilités qui nous sont ouvertes par le ministère de la Santé et par la Caisse nationale d'assurance maladie, et qui ouvrent donc des possibilités de déroger à de nombreuses dispositions législatives et légales, donc notamment du financement de droit commun, c'est-à-dire le financement qui est remboursé par la sécurité sociale, les actes qui sont remboursés par la sécurité sociale. L'objectif des articles 51, c'est de faire entrer ces expérimentations à terme dans le droit commun et donc que ça soit remboursé par la sécurité sociale. Donc, alors je vais demander à tout le monde de couper son micro aussi, pardon, j'avais oublié de le préciser. Si vous pouvez le faire, je vous remercie. Donc, l'objectif de GPSO, c'est de pouvoir faire rentrer donc GPS obésité dans le droit commun à terme, et c'est que donc que ça puisse être remboursé par la sécurité sociale, ce qui vous donne à peu près une idée de l'enjeu qu'il y a derrière, hein, c'est de pouvoir enfin avoir un parcours médico-éducatif pour le surpoids et l'obésité qui soit pris en charge et remboursé par la sécurité sociale. Alors, l'équipe nationale de GPS obésité est en fait ventilée sur 3 régions, que sont la région Île-de-France avec l'association Gressemo Ronde, hein, pour ceux qui connaissent, qui est portée par Jocelyne Raison. La région Centre-Val de Loire avec l'association Resto, qui est portée par Monique Robon ici présente donc dans les Hauts-de-France. Et la région Centre-Val de Loire, qui est portée par le CHR d'Orléans et notamment son centre spécialisé d'obésité, le CSO, par Céline Jouteux, qui est également ici présente. Veuillez noter aussi que le projet GPS obésité ne se déploie pas sur l'ensemble des départements de ces régions. Donc, c'est uniquement le 77 et le 91 pour l'Île-de-France, le 59 et le 62 pour les Hauts-de-France et le 36, 37 et le 45 pour Centre-Val de Loire. Thomas, il y a aussi le 41. Et le 41, pardon, autant pour moi. Et donc, la chefferie de projet est portée donc, par moi-même et IPTI qui vous a adressé un mail, et donc notre société barnabé.io. Désolé pour ce petit oubli, Céline, et merci de ton indication. Alors, les enjeux de GPS obésité, rapidement, je pense que vous êtes déjà un peu au fait de ces sujets-là, c'est qu'il y a une constante augmentation de la prévalence de l'obésité. On a 17% de la population adulte en France qui est obèse. Sur les territoires qui sont concernés, ça dépasse même, dans certains cas, c'est 17%. L'obésité sévère qui augmente encore plus vite et qui est à 2% en 2021.
Pour les patients, et c'est vraiment une des positions fortes de GPS obésité, c'est que l'obésité est vraiment considérée comme une maladie chronique qui s'aggrave tout au long de la vie. Et ce chiffre qui est assez éloquent, il y a seulement 7,6% des Français qui ont consulté leur médecin pour un problème de poids. Donc, je pense que s'il y a des médecins généralistes, médecins traitants parmi nous, vous pourrez peut-être nous le confirmer. Pour les professionnels, l'intérêt, c'est d'avoir une méthode de coordination, une reconnaissance de certaines interventions, et notamment des interventions donc, para- et périmédicales, comme la diététique, l'activité physique adaptée, etc., qui puissent être prises en charge par la sécurité sociale, et aussi les actions de coordination, et puis un ancrage territorial fort et une mise en lien de l'ensemble des acteurs du parcours autour du patient. Et donc, GPS Obésité, c'est une prise en charge qui est visible, suivie, de proximité et financée. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade, Johanna, peut-être, auxquelles on pourrait déjà répondre. Il y en a une dans le chat, mais Monique a répondu. La question était de Sophie qui demandait si le projet était prévu dans d'autres régions comme le sud-est PACA. Voilà, et Monique lui a répondu qu'actuellement, c'est encore une expérimentation hein, et que c'était uniquement dans les 3 régions citées et départements cités du coup. Merci, Johanna. Alors, les fondamentaux de GPS obésité, donc c'est un GPS, donc c'est gestion du parcours de santé en obésité. Et donc, c'est un GPS pour repérer précocement, guider et orienter la personne. C'est un parcours, on l'a dit, de santé géré et coordonné par une équipe de professionnels spécialisés. Je l'ai dit aussi, mais c'est une approche médico-éducative de proximité en ville. Et c'est très important, y compris si des établissements de santé peuvent participer. Il faut que les ateliers se passent en ville et non à l'hôpital, organisés avec tous les acteurs de santé, médico-sociaux, associations, collectivités territoriales. Et c'est une équipe et une coordination pluriprofessionnelle pour accompagner le patient sur une longue durée. Vous le verrez, le parcours dure minimum 2 ans, voire plus de 2 ans. Les objectifs du projet, c'est d'améliorer évidemment durablement la santé et la qualité de vie des personnes en situation d'obésité. C'est d'offrir enfin, j'ai envie de dire, aux professionnels des soins de premier recours les conditions organisationnelles, techniques et financières qui leur permettent d'accompagner efficacement les personnes en situation d'obésité. Et c'est de limiter à long terme la croissance de l'obésité sévère et les impacts médico-économiques de l'obésité. On sait que l'obésité, on l'a vu pendant notamment le Covid, c'est la porte d'entrée malheureusement de beaucoup de maladies chroniques, voire pas que les maladies chroniques, les maladies infectieuses aussi. Et donc, c'est un problème de santé publique majeur. Donc, les acteurs du parcours de GPS obésité. Alors, on vous a fait une petite cartographie des acteurs. Vous avez l'ensemble des parties prenantes de GPS obésité. Vous voyez que ça inclut beaucoup de monde. Donc, on est sur 3 pôles d'organisation. Tout d'abord, les personnes qui sont face à vous, et y compris moi d'ailleurs, qui représentent le projet. Donc, je suis en haut, mais je n'ai pas vocation à tout piloter, au contraire. Donc, ce sont les structures coporteuses que je vous ai présentées tout à l'heure, c'est-à-dire Gresmo Ronde pour l'Île-de-France, Resto pour les Hauts-de-France et le CSO du CHR d'Orléans pour Centre-Val de Loire. Et les coordinatrices, puisque ce ne sont que des dames régionales, qui sont vos interlocutrices du coup privilégiées quand vous êtes participant à GPS Obésité. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le maillage territorial, c'est-à-dire ce sont tous les acteurs qui gravitent autour de GPS Obésité, c'est-à-dire évidemment les établissements de santé, les DAC pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est-à-dire les dispositifs d'appui à la coordination, qui pilotent généralement les parcours complexes et notamment polypathologiques, les CPTS, les MSP, les CSO évidemment, qui sont partie intégrante du projet, toutes les structures sociales et enfin toutes les structures associatives autour du patient, voire les collectivités locales, qui sont les structures sociales essentiellement. Et enfin, vous avez l'équipe pluriprofessionnelle que je vais vous présenter un peu plus avant, juste après, qui gravite autour du patient, qui est structuré, qui est reconnu par le projet GPS Obésité et qui soit intègre, soit parle directement au médecin traitant du patient, avec un rôle qui est assez important, qui est le rôle du référent de parcours, qui fait de la coordination de parcours patient, c'est-à-dire qui fait le lien avec le patient en permanence et l'équipe, et les équipes, que ce soit la coordination régionale ou l'équipe pluriprofessionnelle, et évidemment le patient.
Donc ça, je vous le disais rapidement, donc, les structures coporteuses et l'équipe projet, donc vous avez au moins une coordinatrice par région. En Centre Val-de-Loire, comme les territoires sont assez étendus, vous en avez même 3, qui sont vos principales interlocutrices, hein, qui sont chargées d'identifier et d'accompagner les équipes pluridisciplinaires, qui sont des appuis aux référents de parcours, aux référentes de parcours. On pourra vous présenter un peu plus avant aussi le rôle des référents de parcours, et qui assurent le lien avec les équipes au niveau de la région et au niveau national. L'équipe projet, on a une équipe que j'ai la chance de représenter, qui accompagne les structures coordinatrices et qui assure la relation entre les structures coporteuses, les institutions et la structure support du projet, qui est en l'espèce, qui est Gresmo, donc la structure en Île-de-France, qui porte tout le volet administratif du projet et financier. Alors, l'équipe pluriprofessionnelle, c'est ce qui peut-être vous intéresse le plus. Elle doit être constituée à minima dans le protocole d'un médecin formé à l'obésité. Donc, on vous accompagne sur ces formations à l'obésité pour les médecins si ce n'est pas déjà le cas. D'un ou une diététicien, diététicienne, d'un ou une psychologue, et d'un ou une aussi enseignante d'activité physique adaptée, ou kiné, qui peut être intégré également au projet. La coordination est assurée par un ou plusieurs référents de parcours qui sont identifiés et qui sont financés pour assurer cette coordination, vous le verrez, et qui doivent être des membres de l'équipe motivés et disponibles pour les patients. Alors, ça peut être des membres de l'équipe, pas forcément de l'équipe pluriprofessionnelle au sens équipe effectrice, ça peut aussi être des personnes qui sont présentes dans la maison de santé, par exemple, ou dans le centre municipal de santé, ou des choses comme ça, on pourra en rediscuter. Donc, l'équipe doit intervenir par l'intermédiaire d'une structure concentratrice. Alors, le terme d'ailleurs est plutôt d'une structure expérimentatrice qui doit donc porter le projet de manière locale. Donc, ça peut être une maison de santé, un centre municipal de santé. Alors, ça ne peut plus être des CPTS. D'ailleurs, c'est une erreur, il faudrait qu'on enlève. Donc, le ministère nous a empêché de… A priori, les CPTS ne peuvent pas plus porter le projet, malheureusement. Mais ça peut être, du coup, les structures qui sont en interne de la CPTS, c'est-à-dire les MST. Une association, et ça peut également être un établissement de santé. D'autres profils sont possibles en complément, des infirmiers et infirmières, des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, des pédicures podologues, etc. Nous sommes assez ouverts à d'autres profils qui peuvent donc venir intervenir en complément dans le projet. Point important, chaque professionnel et structure expérimentatrice s'engage au travers d'une petite convention qui est signée avec Gresmo et qui en fait les lie au projet et donc leur permet de recevoir les financements directement de Gresmo qui viennent eux-mêmes de la CNAM. Voilà. Alors, le parcours GPS obésité. Donc, tout d'abord, les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, c'est un parcours qui est destiné aux adultes exclusivement. Donc, c'est important de le noter. Donc, supérieur à 18 ans, forcément. Avec un IMC supérieur à 30 ou compris entre 25 et 30 avec une prise de poids récente ou comorbidité. Ce qui veut dire qu'on a finalement, je vous disais tout à l'heure que l'obésité, ça représentait à peu près 17% de la population. Vous ajoutez à ça donc IMC entre 25 et 30 et des comorbidités, et je pense que au doigt mouillé, vous doublez au moins ce chiffre, voire vous le triplez, malheureusement. Et donc voilà. Élément très important, c'est évidemment la motivation du patient, puisqu'encore une fois, le parcours est assez long. Et donc, il faut des gens qui soient vraiment motivés pour avoir envie de prendre en main leur santé. Les critères d'exclusion, pas de personnes déjà engagées dans un parcours bariatrique, pas d'obésité syndromique, et des personnes non francophones également pour des problématiques notamment liées évidemment à la pratique de groupe. Une réorientation qui est possible évidemment des patients vers les structures adaptées, donc CSO, SSR, etc., si nécessaire. J'avance. Donc, une vue d'ensemble du parcours. Alors, ce parcours, je vous le disais, dure 24 mois minimum et s'étale en 4 grandes phases. Première phase, première étape, c'est le repérage et l'adressage des patients. Donc, tout se passe évidemment à la détection des patients. Alors, la détection peut se faire soit directement dans vos files actives, donc si vous exercez par exemple dans une MSP, a priori, vous avez déjà potentiellement des patients que vous avez peut-être déjà même en tête et qui auraient des problématiques de poids et qui seraient peut-être intéressés par ce type de parcours. Et donc, c'est un premier levier de détection assez basique.
Mais il peut se faire aussi en dehors de vos murs, c'est-à-dire au travers de relations que vous pourriez nouer, et c'est notamment le travail du référent de parcours, avec des structures connexes que peuvent être des associations, euh, alors des collectivités territoriales sur la politique de la ville, etc., etc., etc. C'est un travail qui se fait généralement en équipe, où chacun peut adresser des patients. Donc, quand on accueille une équipe dans GPS Obésité, on essaie de sensibiliser toute l'équipe, y compris les gens qui ne vont pas forcément directement travailler dans GPS Obésité, toute l'équipe de la MSP, par exemple, pour qu'ils puissent adresser des patients. L'inclusion se fait ensuite par le référent de parcours. Elle est, pour la petite histoire, notifiée par le premier bilan, qui est le bilan médical. Donc, le bilan médical du patient vaut pour inclusion et ouverture des forfaits du patient dans le dispositif. Et il y a évidemment également des notices d'information et autres consentements à faire signer au préalable. Mais ce qui vaut l'entrée dans le parcours officiel, c'est le bilan initial médical. Et donc, on rentre ensuite dans l'étape 2, qui est donc le bilan médical et éducatif. Bilan médical qui est réalisé par le médecin de l'équipe GPS Obésité, et bilan éducatif qui est réalisé soit par le référent de parcours, soit par un membre de l'équipe, quel qu'il soit. Il doit simplement être formé. Au terme de ces bilans est proposé donc un plan d'action aux patients qui doit être notamment réalisé en RCP. Donc, il y a une RCP qui est prévue dans le dispositif. Et là, le patient a en gros plusieurs chemins possibles. Le premier, et le plus courant, ça sera un accompagnement éducationnel de groupe. Il peut également rentrer directement dans un accompagnement individuel à hauteur de 10 à 15% des patients. Et il peut enfin faire plusieurs tours de terrain, j'ai envie de dire, c'est-à-dire faire un premier accompagnement éducationnel de groupe, puis au terme de l'RCP, pourquoi pas être réinclus dans un parcours individuel, ou faire 2 parcours individuels. Donc, en faire un premier vous verrez, 7 consultations, puis un second à nouveau de 7 consultations individuelles, et ensuite sortir sur le bilan médical et éducatif. La seule chose que le patient ne peut pas faire, c'est 2 accompagnements éducationnels de groupe d'affilée. Au sorti de ça, vous avez donc un bilan médical et éducatif. Puis, vous allez avoir, en fait, durant 24 mois, un suivi médical qui va être réalisé au travers d'une consultation courte qui va être faite à 1 an et d'une consultation longue qui va être faite à 24 mois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous avez 3 consultations médicales en sortie du parcours éducatif. Alors, tout ceci se fait au travers de 3 forfaits que je vais vous détailler, mais que vous avez ensuite en dessous, là, en dernière ligne, détaillés. Vous avez un forfait bilan qui va couvrir en fait toutes ces consultations de bilan, que ce soit médical ou éducatif, et toute la coordination, la RCP, etc., qui vont avec, et qui va donc être divisé et coupé en 2, j'ai envie de dire, entre le début du parcours et la fin du parcours. Et au milieu duquel seront intercalés les forfaits, donc les forfaits CNAM, éducationnels de groupe ou individuels, qui seront eux beaucoup plus courts. J'avance. Alors, petit focus sur le programme éducatif de groupe. C'est un programme qui est en groupe fermé, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inclusion de nouveaux patients après le démarrage du programme du groupe. Deuxième chose, le groupe doit durer 3 à 4 mois vous avez 3 à 4 mois pour réaliser l'ensemble des ateliers, donc c'est-à-dire c'est à peu près un atelier par semaine recommandé. Alors, modulo, évidemment, les vacances scolaires, des éléments comme ça, mais c'est à peu près la durée. Il y a une possibilité d'avoir une recommandation de co-animation avec, vous le verrez, des effets de facturation qui sont un peu particuliers. Ça doit se passer pour le programme éducatif de groupe, forcément en dehors de locaux hospitaliers et en proximité des patients. Alors, je vais vous demander pardon à tout le monde de bien vouloir couper son micro parce que j'ai encore un peu des bruits de fond. Si vous le pouvez, je vous le remercie. Je vous remercie. 8 ateliers qui vous sont décrits ici. Donc, il y a si vous le souhaitez, il y a la possibilité d'avoir des contenus qui vous sont proposés pour certains des ateliers, ou vous pouvez vous saisir des thématiques. La contrainte n'est uniquement qu'autour des thématiques, en fait, mais vous pouvez ensuite choisir le matériel pédagogique que vous souhaitez pour l'animer, et le cas échéant, on peut vous en proposer.
Alors, les principes généraux du financement, donc encore une fois, c'est dérogatoire du droit commun. C'est un forfait par patient sans reste à charge. C'est-à-dire que ça peut pas être, il ne peut pas y avoir de financement complémentaire, par exemple, par des mutuelles ou autres. Et la notion de forfait par patient est importante, notamment quand on parle de pratiques de groupe et ou de RCP. Donc, vous allez avoir un forfait qui va se ventiler par patient avec lequel vous allez devoir financer les groupes. Et c'est souvent ça qui soulève pas mal de questions et on va pouvoir y revenir, je pense, dans les échanges. Ce forfait est versé à la structure de l'équipe expérimentatrice conventionnée en 2 fois, euh, toujours en ouverture de forfait, puis en clôture de forfait. La double facturation est évidemment interdite, c'est-à-dire notamment pour la consultation, c'est-à-dire de faire une carte vitale plus le forfait. Donc, par exemple, vous faites une consultation médicale initiale, il ne faudra pas faire une carte vitale en plus par-dessus. Les établis doivent obligatoirement se passer en dehors de l'hôpital. En revanche, les consultations peuvent, même si ce n'est pas recommandé, se passer à l'hôpital si jamais il y a un établissement de santé au milieu. Et donc, les forfaits sont ouverts à l'inclusion, comme je vous le disais, et clôturés à sa sortie. Alors, le premier forfait, c'est donc le forfait bilan qui dure 2 ans. Donc, le forfait bilan est à hauteur de 325 € par patient, dont à peu près 125 € de coordination et 18 € de frais. Donc, ce forfait comprend un bilan médical initial en consultation longue, un bilan éducatif initial, que je vous évoquais tout à l'heure. Donc, tout ça, c'est en amont du groupe, enfin du parcours éducatif, pardon, du groupe ou de l'individuel. Puis, en aval du parcours éducatif, 2 bilans médicaux de suivi, un à N1 et l'autre à N2. Donc, la première, donc, en gros, en sortie, quasiment en sortie dans les quelques semaines qui suivent le parcours éducatif, puis à 1 an après le parcours éducatif, et un bilan médical final à 24 mois, qui est une consultation longue et qui vient clôturer en fait le parcours des patients. Vous avez aussi donc la coordination de parcours. Donc, le forfait est destiné notamment aux référents de proximité, les 125 € ici, mais aussi à la RCP. Donc, encore une fois, c'est par patient. Et des frais de déplacement et de connexion, si jamais il y a des connexions sur des outils en ligne. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être qu'on peut les prendre au fil de l'eau, Yana. Oui, alors il y a eu une première à laquelle j'ai répondu dans le chat qui nous demandait, c'est le REPOP, s'il pouvait orienter les parents des enfants qui étaient demandeurs pour ce type de prise en charge donc vers ce parcours GPS obésité. Donc je lui ai dit que oui, c'était possible. On a eu une question en demandant un établissement de santé peut être porteur du projet et faire intervenir des professionnels de son établissement avec des professionnels de santé du territoire, MSP ou libéraux. C'était une question. Tout à fait, c'est le cas. Voilà, donc ça c'est OK. Monique a répondu aussi en même temps dans le chat. Voilà. Mais j'ai spécifié que les séances d'éducation doivent avoir lieu hors de l'établissement hospitalier. Voilà. On a le cas déjà, on a de mémoire 2 établissements de santé qui vont avoir ce type de démarche-là. Et donc, effectivement, ça sera une équipe dans les 2 cas, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est une équipe mixte entre des professionnels de l'établissement et des professionnels libéraux. Tout à fait. OK, merci Johanna. Alors, le financement du forfait éducatif, donc c'est un forfait d'éducation de groupe de 272 €, dont 88 € de coordination. Donc, ce forfait, donc encore une fois, c'est un forfait par patient. Et donc, vous le verrez, des effets leviers qui peuvent être assez intéressants en fonction du nombre de patients et du nombre de professionnels en face. Mais donc, ce forfait comprend les 8 séances d'équipe pluriprofessionnelle et le bilan éducatif final pour le référent de proximité, plus toute la coordination de parcours patient pour le référent de proximité. Alors, simplement, vous vous indiquez que les 88 € de coordination sont donnés à titre indicatif, au passage, et que c'est ce qui a été imaginé dans le protocole, mais ensuite, charge en fait, à la structure de reventiler les montants en fonction de la réalité et de ce qu'elle souhaite. Mais donc, si on fait un calcul rapide de tête, vous avez donc par patient 272 € pour 8 ateliers, soit 34 € par patient par atelier pour animer. Et donc, si vous animez un groupe, par exemple, si vous formez un groupe de 10 patients, vous avez en budget pour ces 10 patients
340 € de budget pour l'animation et la coordination par atelier, si j'ai été clair. Et donc, si on reste sur la donnée indicative, donc c'est 272 moins 88, ça fait 184 € divisé par 8, ça nous fait donc 23 € par patient. Et donc, vous auriez, sur cette donnée indicative, vous auriez à peu près 230 € à 10 patients pour animer le groupe. Et donc, si vous passez à 11 patients, vous en auriez 253, à 12 patients, ainsi de suite, tout en sachant que la limite autorisée du nombre de patients par groupe est de 15 patients. Ce qui commence à faire beaucoup, mais du coup, vous pouvez aussi avoir plus d'animateurs en regard. Autre chose aussi qui est importante à avoir en tête, c'est que ce budget-là est pour les 8 séances. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des séances qui peuvent être animées par un seul animateur et d'autres par 2, et donc ventiler comme ça aussi les financements. Donc, ce n'est pas un financement type ETP traditionnel où vous allez avoir un forfait par professionnel pour animer un atelier, et c'est important de l'avoir en tête, parce que je sais que ça peut être un peu troublant. C'est plus proche de, en fait, finalement, ce qui se pratique plutôt à l'hôpital, etc., où vous allez avoir un forfait pour un parcours du patient, et vous allez ensuite le reventiler sur les équipes en fonction de la charge réelle. Avec du coup un poids d'attention qui est assez important, c'est qu'en dessous de 8 patients, si je ne dis pas de bêtises, et en fonction de la durée d'animation d'atelier et du nombre de professionnels, ça devient compliqué de garder des taux horaires standards. En revanche, au-dessus de 10 patients, les taux horaires augmentent par rapport à ce qui est l'usage, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, vous avez un forfait d'éducation individuelle de 373 €, dont 53 € de coordination, aussi de manière indicative. Là, vous avez 7 consultations para et ou périmédicales. Alors, à noter que pour les parcours d'éducation individuelle, là, les consultations le choix est laissé en fait à l'équipe sur la ventilation des consultations. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire 3 consultations diète et 4 consultations psy, ou 7 consultations psy, ou 7 consultations ou accompagnement d'activité physique adaptée. En fait, c'est au choix en fonction des besoins du patient, tout en sachant que vous pouvez encore une fois faire le parcours 2 fois. Mais attention, ça ne représente que 10 à 15% des patients maximum sur l'ensemble. C'est vraiment sur des patients qui auraient soit des phobies sociales, soit qui auraient un vrai besoin de renforcement ou des choses comme ça. Et donc, à noter que également, le forfait, vous pouvez le calculer assez facilement là, par consultation, mais que la durée n'est pas imposée non plus. Donc, c'est à vous de la définir, même si elle est recommandée. Alors, les conditions d'intégration au projet GPS Obésité. Donc, qui peut exercer dans GPS Obésité? Donc, ça peut être tout professionnel exerçant dans le public, dans le privé, libéral ou salarié, peu importe. L'exercice pourra être isolé ou regroupé avec d'autres professionnels, mais devant intervenir par l'intermédiaire d'une structure expérimentatrice concentratrice, c'est-à-dire d'une structure intermédiaire type MSP. Donc, vous pouvez avoir en fait, la MSP va porter en local le projet, et puis ensuite, ça va soit être des membres de l'équipe de la MSP, soit d'autres professionnels libéraux qui pourront, par exemple, être rémunérés par l'intermédiaire de la CISA de la MSP, c'est possible. On a déjà eu des cas d'usage aussi. Ces professionnels doivent d'abord être formés à l'abord de la personne obèse et à la posture d'éducation thérapeutique. Donc, au moins une personne formée 40 heures à l'ETP par équipe, à minima. Et idéalement, il faut que ce soit la personne qui fasse les bilans éducatifs, qui soit la personne formée. Il y a un programme de sensibilisation GPS obésité qui est en e-learning et qui est en voie de finalisation, voire il est finalisé quasiment. Et il y a un programme de formation GPS obésité indispensable pour les médecins et accessible à tous, qui est également en voie de finalisation, et vous pouvez avoir de toute manière une formation un peu personnalisée, soit de Monique Romont, soit de Jocelyne Raison, si nécessaire. Excuse-moi Thomas, on a 2 questions. Oui. Vas-y. On nous demande si on peut avoir des retours d'expérience de projets déjà menés. On est en lancement là, donc effectivement, c'est peut-être toi, Liana, ou Monique, qui en parlerait le mieux sur les premiers groupes qui ont été formés. Donc, les premières inclusions ont eu lieu en janvier et les premiers groupes viennent de se clôturer, là, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut faire le retour d'expérience plutôt après ton exposé? Allez, ouais, faisons ça. Ce serait plus logique. Et alors,
pour quelles raisons exactement les CPTS ne peuvent pas être structures concentratrices? On a été assez étonnés, nous aussi, et l'argument que nous a donné le ministère et la CNAM était que, a priori, vous n'êtes pas la... Alors, j'ai pas envie de dire des bêtises et je vais le dire avec mes mots, mais vous n'êtes pas considéré comme étant, en tant que CPTS, structure de soins de santé, effecteur de soins, ce qui n'est pas le cas des MSP, ce qui n'est pas le cas des CMS, etc. Donc la CPTS n'a pas vocation elle-même à porter directement, en tant que personne morale, des soins. Et donc la CNAM ne peut pas verser de l'argent directement à une CPTS pour une activité de soins. Et donc, les forfaits bilan, éducation de groupe et forfaits éducation sont-ils cumulables? Oui, ils sont non seulement cumulables, mais c'est même... je pense que je l'ai précisé déjà. C'est même le déroulé normalement du parcours. Donc voilà. Je vais avancer. Alors, excusez-moi Thomas, juste je précise, effectivement, le forfait individuel, il va venir en complément éventuellement d'un forfait, soit en première intention, soit en renouvellement, c'est-à-dire en complément d'un forfait éducation de groupe. Mais majoritairement, ce qui va être mis en place, c'est un forfait éducation de groupe. Voilà, donc c'est effectivement ce que je précisais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est sur une ventilation à peu près à 85-90% côté groupe et 10 à 15% côté individuel, en fonction des besoins des patients. Et en renouvellement, Thomas, on est à peu près, c'est pareil, à 10-15%, il me semble, de possibilité de renouvellement en forfait individuel, après un forfait éducation de groupe. Exactement, oui, tout à fait. Alors, comment adhérer à GPS Obésité? Donc, à la suite de ce webinaire, si vous souhaitez proposer une équipe ou vous proposer vous-même et qu'on puisse essayer éventuellement de vous rattacher à une équipe, donc c'est une demande d'adhésion directement par mail à la coordinatrice régionale. On va vous donner les adresses juste après, qui vous transmettra donc un fichier d'adhésion. Il y a une transmission donc, qui comprend donc les coordonnées du professionnel qui souhaite s'impliquer dans le projet, leur profession, leur qualification, etc., etc. Vous avez un certain nombre de pièces. La signature de la convention, donc, qui est indispensable. Vous ne pouvez pas exercer dans GPS Obésité tant que vous n'avez pas signé la convention, que ce soit d'abord la structure concentratrice, expérimentatrice, puis chaque professionnel intervenant dans le projet. Et puis ensuite, il y a un accompagnement au déploiement du projet qui est fait par la coordination et par moi-même. Alors, donc vous pouvez désormais, dès à présent, si vous le souhaitez, et puis on va pouvoir en discuter, adhérer et demander à adhérer directement à GPS Obésité. On vous a mis ici, et je vais le laisser afficher, les adresses auxquelles vous pouvez adresser donc chacune des régions. Donc les demandes d'adhésion se font région par région. Donc cvl@gpsobésité pour le centre Val-de-Loire, idf@gpsobésité.fr pour l'Île-de-France et hdf@gpsobésité.fr pour les Hauts-de-France. Voilà, écoutez, je suis arrivé au terme de la présentation. Je propose que peut-être qu'on puisse échanger et répondre peut-être aux premières questions. Oui, il y a 2 questions là qui sont arrivées, Thomas. Quels sont les volumes horaires de formation pour les professionnels? Alors, je suis désolé, il y a encore quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. Je crois que c'est Madame Cazobon. Voilà, j'ai désactivé le micro, ça va plus vite. Donc, les volumes horaires de formation, donc c'est à peu près 1 heure, si je ne dis pas de bêtises, Monique, c'est ça pour les… Alors, c'est pour les médecins, 1 heure, en fait, non, ça dure en général 1h30 et parfois 2 heures parce qu'ils posent beaucoup de questions, mais ça montre leur intérêt. Mais en moyenne, c'est 1h30 pour les médecins. Donc ça, c'est une formation spécifique. Ensuite, sur les formations, il y a les formations du REF et des référents et la formation, mais ça, on n'en a pas encore fait parce qu'on avait des équipes expérimentées, ou à moins que vous en ayez fait dans la région parisienne pour les équipes pluriprofessionnelles, ça on n'a pas encore fait. La formation est en train d'être faite, mais c'est pas des durées énormes. Alors, en fait, on est plutôt que de parler de formation, on est plutôt sur un accompagnement des équipes.
Et donc, c'est vraiment voilà, très souple, hein. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir par rapport à l'équipe, par rapport à son agenda, son planning, et puis faire en sorte que les choses se passent assez facilement. Donc, c'est plutôt un accompagnement. Voilà, et puis effectivement, il y a le temps d'accompagnement, et le plus important, c'est pour le référent de parcours, je pense. Généralement, en tout cas, dans ce à quoi j'ai pu participer moi-même, on a un temps de présentation aux équipes donc qui est à peu près aussi long que ce qu'on est en train de faire maintenant, à 1 heure à 1 heure et demie de présentation du même d'ailleurs diaporama et de choses comme ça. Et puis ensuite, il y a un temps d'accompagnement du référent de parcours, puis éventuellement au cas par cas des équipes, des effecteurs si nécessaire. Alors, quelle est la durée des ateliers? Donc, de la même manière, il y a un temps qui est prévu par le protocole, mais c'est à vous de l'adapter ensuite. Si je ne dis pas de bêtises, la durée recommandée est de 2 heures. Voilà. Après, c'est en fonction aussi de vos pratiques éducatives et de vos besoins en local. Je pense que, en revanche, en dessous d'une heure, à mon avis, ça serait vraiment pas adapté. Et au-delà de 3 heures, je pense que ce ne serait pas adapté non plus, mais c'est moi qui me permets de dire ça. Mais en tout cas, c'est autour de 2 heures et ça dépend évidemment des typologies d'ateliers. Je sais que dans les Hauts-de-France, par exemple, l'activité physique dure 2 heures aussi parce qu'il y a des échanges avant, après, etc. Même s'il y a des exercices au milieu, si je ne dis pas de bêtises, Monique. Et que dans certaines autres régions, départements, ça se passe un peu différemment. Il y avait une question qui posait si on ne peut pas adhérer si on est en dehors des départements cités, adhérer à l'expérimentation. Alors, il faut que l'équipe exerce dans les départements. Et donc, il faut que la structure expérimentatrice soit dans le département cité. En revanche, chez le professionnel, on a eu des cas de personnes qui habitaient dans des départements limitrophes, hein, même dans des régions limitrophes, ce qui peut arriver, par exemple dans le 77. Évidemment qu'à partir du moment où le professionnel exerce, donc on a par exemple le cas dans le pays de l'Ourcq, là, qui est vraiment à la limite avec le Grand Est, si je ne dis pas de bêtises, évidemment que le professionnel, à partir du moment où il exerce au bon endroit, ça fonctionne. Et je ne veux pas vous dire de bêtises non plus, mais je pense aussi que si jamais le patient, je ne sais pas si on a eu le cas, mais il me semble que oui, si jamais le patient, à partir du moment où le patient est pris en charge dans le bon département, je pense que ça ne pose pas de problème. Y compris s'il habite, par exemple, à 3 km de l'autre côté de la frontière régionale, on ne va pas le priver, évidemment, de l'accompagnement. Est-ce qu'on peut être plus précis sur le médecin qui doit être formé à l'obésité? Alors, Monique ou Jocelyne, peut-être? En fait, c'est une formation, soit c'est un médecin qui a déjà une expérience de la prise en charge de l'obésité, qui a travaillé, qui a fait par exemple un desk de nutrition, mais le plus souvent finalement, on prend les médecins et généralistes à qui on propose cette formation dont je vous ai parlé, qui dure en gros 1 heure et demie à l'abord de la personne obèse. C'est pas une formation gigantesque. Et comme le précise Jocelyne Raison dans le chat, ces formations, elles sont surtout prévues en e-learning ou en visio. Oui, et pour vous dire ce qu'on fait chez nous finalement dans les Hauts-de-France et qui peut s'appliquer aux autres régions, c'est que à peu près 1 fois par mois, on fait un webinaire le soir pour les médecins. On leur propose, parce que c'est à 20 heures que ça arrange le mieux les médecins, donc on leur propose ce webinaire à 20 heures, 1 fois par mois, voire 2 fois par mois. Voilà, et on va essayer de mutualiser de plus en plus, c'est ce qu'on a fait là d'ailleurs avec ce webinaire, de mutualiser de plus en plus ces événements. Et aussi, pour ceux qui le souhaitent, de mutualiser aussi des événements peut-être plus trimestriels. On est en train de construire tout ça, mais pour rassembler un peu une communauté d'échanges et de pratiques de professionnels autour de GPS obésité sur la prise en charge donc des patients en situation d'obésité. Et puis, et éventuellement, pour ceux qui le souhaitent aussi, une communauté de référents pour pouvoir échanger une fois de temps en temps et voilà, pouvoir vous donner des différents tips et pratiques. Peut-on avoir plusieurs projets parcours par département?
Alors oui, effectivement, il y a évidemment plusieurs équipes par département, donc plusieurs MSP par département. Et donc, on en a déjà à date, je ne vais pas dire de bêtises, mais 3 ou 4 qui ont commencé déjà dans les Hauts-de-France, même plus. On t'entend pas, Monique, pardon. Pour le moment, dans les Hauts-de-France, oui, il y a plusieurs projets, mais avec comme structure concentratrice jusqu'à présent, c'était Resto, donc c'était autour de Lille. Il y a plusieurs projets, mais autour de Lille, mais sont en train de démarrer le secteur de Valenciennes et le secteur de Saint-Amand. Et il va bientôt y en avoir d'autres. Donc, il y a plusieurs projets par département avec plusieurs équipes par département, ce qui est déjà le cas, je pense, par exemple, dans la région parisienne. Hmm. Et voilà, en Île-de-France, on en a 3 qui ont Oui, commencé. en Île-de-France, on a une équipe qui a bien débuté le parcours et on en a plusieurs, on en a 2, 3, oui, c'est ça, qui vont commencer là d'ici la fin de l'année. Et en Centre-Val de Loire, il y en a 4 ou 5 même qui vont débuter à la rentrée, si je dis pas de Oui, c'est bêtises. ça. On en a 2 dans le 37, un dans le 41. On en a aussi 1 ou 2 dans le 36 pour le moment. Donc, et c'est tout. Ok, merci Céline. Voilà, et puis donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on avait donc des retours d'expérience du projet donc à date. Je ne sais pas qui souhaite débuter, parce que je pense que Monique ou Johanna, vous pouvez peut-être nous en parler un peu, voir comment ça s'est passé dans les premières équipes et les premiers retours que vous avez. Oui, je sais pas si tu veux Johanna, tu commences. Moi, ce sera plus rapide que toi, je pense, Monique. On a eu moins de. Nous, on a débuté avec l'équipe d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Alors, c'est vrai, avec qui on travaillait déjà autour de l'éducation thérapeutique du patient. Donc là, on arrive à la fin du premier cycle de parcours éducatif collectif avec cette équipe. Donc, on n'a pas encore non plus fait le point avec eux directement sur leur ressenti et comment ça s'est passé cette première session expérimentale. Mais voilà, on a présenté le projet à l'équipe, on a eu plusieurs temps d'échange, il y a eu un temps de formation des médecins de la MSP avec Jocelyne Raison. Et ensuite, voilà, on est très en lien, on fait un point mensuel, par exemple, les référentes de parcours, nous, on a un point mensuel dédié avec moi qui suis coordinatrice régionale Île-de-France. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions en particulier sur. Je sais qu'ils ont inclus 11 patients. Il y en a 9 qui sont partis dans l'éducation de groupe et 2 qui sont partis plutôt vers l'individuel. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques sur le retour d'expérience. Sinon, je te laisse, Monique. Alors, nous, l'association Réseau, c'est un peu particulier parce qu'on travaillait déjà, on faisait déjà ce type d'éducation depuis longtemps. C'est pour ça que ça nous a permis, je dirais, de partir assez vite. Mais ce que nous apporte le projet GPSO, c'est une meilleure implication, notamment avec les médecins généralistes et les médecins traitants. Donc, on a inclus actuellement une vingtaine de patients sur 2 centres autour de Lille. Et on a formé les médecins traitants, soit un peu en amont, parce qu'il y avait une MSP avec qui on travaillait, soit finalement, dans un second temps, c'est-à-dire les patients étaient arrivés parce que nous, on travaille beaucoup avec, justement, on parlait de l'adressage avec d'autres que les professionnels de santé, donc étaient arrivés par les travailleurs sociaux, les associatifs, et ça nous a permis de recontacter leurs médecins qui viennent aux formations et qui, je pense, vont pouvoir suivre leurs patients et petit à petit s'inclure davantage dans l'obésité. Donc ça, c'est très positif sur le côté engagement et formation des médecins généralistes à l'obésité. Alors on va bientôt commencer, je pense qu'il y a quelqu'un de Valenciennes qui est dans ce webinaire. On va commencer sur Valenciennes, où déjà des médecins
ont été formés à l'obésité et bon, il reste encore à travailler avec la structure porteuse qui sera Diabéno, puisque la CPTS de Valenciennes ne peut pas être une structure porteuse, donc ça sera porté par Diabéno, qui est une structure qui a déjà une expérience dans l'obésité et le diabète. Et on a également une troisième équipe qui n'a pas encore commencé, mais qui est dans les starting blocks. Et là, parler d'hôpital, c'est un SSR qui est à Saint-Amand. Voilà. Voilà, et j'ajoute que donc on a commencé à ouvrir donc les premières équipes. Là, on était un peu en phase d'amorçage, de test. Donc, on a commencé avec peu d'équipes, mais on va rentrer dans une phase d'accélération avec un objectif. Donc, le projet dure 5 ans avec 3 années d'inclusion. Donc, un objectif d'atteindre 31 équipes au point haut du projet. Et donc, dès la rentrée, là, on est en accueil permanent de nouvelles équipes. Donc, si jamais le projet vous intéresse, je pense n'hésitez vraiment pas à nous solliciter et à participer à ce beau projet qui, encore une fois, pour rappel, permettrait, s'il se passe bien et pour l'instant tout se passe au mieux, de faire rentrer enfin dans le droit commun et dans les remboursements sécurité sociale la prise en charge médico-éducative des personnes adultes en situation de surpoids et d'obésité. Donc c'est quand même assez important. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non. Bah, écoutez, peut-être un petit mot de la fin pour vous remercier à toutes et à tous donc d'avoir participé. Donc, on vous transmettra la vidéo de cet événement ainsi qu'à toutes les personnes qui s'étaient inscrites, qui sera donc librement accessible. N'hésitez pas donc à contacter chacune des régions, même si vous êtes un professionnel en pratique pour l'instant isolé. On a systématiquement des demandes pour former des équipes et des choses comme ça, donc on pourra peut-être vous réorienter vers une équipe, que vous soyez professionnel médical, paramédical ou de l'activité physique. Et puis, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter, des questions un peu plus générales. Vous pouvez soit contacter directement les coordinatrices aux adresses en région, soit contacter l'adresse générique qui est info@gps-obésité.fr et aller consulter le site internet www.gps-obésité.fr sur lequel vous aurez les différentes informations, les documents et puis toutes les actualités qui sont mises à jour. Voilà, bah, écoutez, à très bientôt, je l'espère, et puis merci encore de votre participation. Au revoir à toutes et à tous.